Bonsoir tout le monde. Effectivement, ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Merci d'être là. Je suis désolée, je vais avoir un peu la voix cassée et la voix plus grave que d'habitude, mais apparemment, ça fait en sorte qu'on se fasse mieux écouter quand on est une femme, donc ça me fera un point positif pour ce soir. Bon, je vais revenir au sujet du jour parce que, comme d'habitude, Damien ne l'a absolument pas traité, mais ça ne m'étonne pas. Non, le sujet du jour, effectivement, bon, c'est écrit sur l'affiche, lutte contre le démantèlement et pour le renforcement des services publics. Effectivement, c'est pour ça, notamment, qu'on est allé cet après-midi à Bellac, comme l'expliquait tout à l'heure Romain, pour parler de ces services publics-là, parce que c'est un peu le sujet de prédilection de Clémentine depuis de nombreuses années. Maintenant, c'était aussi l'une de ses demandes. Je pense que c'est quand même nos sujets de prédilection aussi avec Damien. Et puis finalement, il s'avère qu'on a raison, quelque part, que la gauche a raison de mettre ces services publics au cœur de la thématique. Vous avez certainement entendu parler de l'étude de KG et Piketty qui est sortie récemment, qui disait quels sont les manques, justement, quels sont les manques, qu'est-ce qui fait qu'on vote plus à gauche, qu'est-ce qui fait qu'on ne vote plus, qu'est-ce qui fait qu'on n'y croit plus. Et il y avait la perte de sens par rapport à ces services publics. Et du coup, c'est ça qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est comment on va faire pour redonner du sens à ces services publics et surtout pour y croire de nouveau. Alors, je me suis dit, je vais construire un peu l'intervention comme ça. Pourquoi un service public, c'est important, finalement? Pourquoi le projet Macron et l'ultralibéralisme, et puis ouvrir tout à la privatisation, pourquoi finalement, c'est pas ça la solution? Déjà, un service public fonctionnel, c'est un organe au service de l'État qui est capable de répondre à une vraie planification. Mais ça, c'est quand c'est fonctionnel. Et là, il me semble... Je ne sais pas, planification, ça vous évoque quelque chose? Il y a une petite urgence qu'il faudrait qu'on règle ensemble. Je le vois dans le public, effectivement. La planification écologique, d'après Macron, tout va bien. Il a dit c'est la pause environnementale. A priori, c'est quand même un petit peu urgent. Et ça, typiquement, les services publics, quand vous avez partout sur le territoire des forces en place, des agents qui sont là pour bosser à un truc, vous pouvez planifier. Vous pouvez arriver avec une politique publique et demander à ce que ce soit appliqué sur le territoire. C'est typiquement ce qu'on pourrait faire pour décarboner la mobilité, par exemple. Et c'est aussi l'une des revendications des syndicalistes ferroviaires. Or, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? C'est pas parce que le service public en soi ne fonctionne plus. Vous savez, ce qu'on dit toujours pour les services publics, l'image que j'entends de la part de tous les syndicats, c'est si vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage, voilà. Et donc, pour les services publics, c'est pareil. Et là, en l'occurrence, alors je vous donne des chiffres que nous a donné l'intersyndicale cet après-midi. En 1950, on avait 250 000 cheminots. Dans les années 2000, on n'en avait plus que 180 000. Et aujourd'hui, il nous en reste 136 000. On a quasiment dézingué la moitié de l'effectif dans la SNCF. Et aujourd'hui, on se dit, c'est bizarre, ça ne fonctionne plus. Alors que vraiment, ce serait le moment justement d'avoir à décliner ça partout, surtout qu'ici en Haute-Vienne, on a un potentiel de fou. On a une très belle étoile ferroviaire autour de Limoges et dans le département qui permettrait de desservir correctement le département et avec des effectifs, avec des gares qui accueillent aussi, avec des guichets, etc. Ça nous permettrait d'appliquer rapidement cette planification écologique. Donc ça, c'est le premier point et la première force des services publics. J'aurais pu parler aussi d'un pôle public de l'énergie pour ne pas avoir à subir le fait qu'aujourd'hui, quand vous mettez entre les mains des privés des choses comme les panneaux photovoltaïques, l'éolien, vous faites plus de l'accaparement des terres qu'autre chose, mais c'est encore une autre thématique. Le deuxième point, c'est qu'un service public fonctionnel, c'est la richesse, vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et ça, pour moi, je pense que l'exemple le plus marquant, c'est l'école. C'est la deuxième intersyndicale qu'on a accueillie cet après-midi, l'intersyndicale enseignante, pour parler de l'école et de l'état de l'école dans le pays, et notamment dans notre département. Est-ce que vous savez combien de postes on a supprimés sur le département l'année dernière? Enfin,
combien ont planifié d'en supprimer cette année, et donc combien ont été supprimés de postes pérennes? On en a supprimé 11. On était en dotation négative pour la première fois sur le département. Alors que, moi, vous savez, ma circonscription, c'est le nord du département, donc il y a Bellac qui est la sous-préfecture. Bellac, au mois de mai, les CM2 en étaient à leur 12e remplaçant. Ils avaient eu 2 semaines sans cours sur le total de l'année, et les CP, c'était pareil. Et on arrive et on nous dit, bon, écoutez, on va supprimer des postes, parce que finalement, ça doit être un peu trop aisé sur votre département, alors qu'en fait, pas du tout. Et est-ce que vous savez, encore mieux, combien on a embauché de contractuels à la rentrée? Donc on supprime 11 postes, on embauche 39 contractuels à la rentrée. Et donc évidemment, la logique derrière tout ça, c'est petit à petit la précarisation du métier et aller vers un métier complètement contractualisé, complètement privatisé. Je rappelle quand même, Pap Ndiaye, il avait ses enfants en école privée. Voilà. Révélateur. Oui, tous les ministres, c'est vrai que... Donc ça, c'est la première chose. Heureusement, face à ça et face à cette dynamique l'année dernière, et je pense que ça, il faut le noter parce que c'est ce qui nous sauve, hein, c'est ce que disait Damien, mais je le rejoins évidemment, c'est d'aller vers du collectif, et c'est ce qui s'est passé pour les écoles. L'année dernière, on est sorti de la dynamique « je protège ma classe » pour rentrer dans une dynamique « je protège l'école ». Et il y a le collectif des parents d'élèves de la Haute-Vienne qui s'est constitué, et on les a rencontrés aussi cet après-midi, mais au-delà de ça, on les a accompagnés toute l'année dernière, ainsi que de nombreux élus. Et en fait, c'est par ce collectif qu'on a réussi à sauver 3 classes sur le nord du département. Justement, ça a donné une séquence un petit peu cocasse à l'Assemblée nationale avec justement ce cher Pap Ndiaye, puisqu'on lui avait constitué un dossier. On s'est dit, bon ben, la rectrice nous dit, c'est pas nous. Le département, enfin, toutes les institutions finalement nous disent, c'est pas nous. Bon ben, on va aller chercher le ministère de l'Éducation nationale directement, parce que lui, il pourra pas nous dire, c'est pas moi. Donc, on a constitué un gros dossier où on a rassemblé des pétitions, on a rassemblé une lettre signée par tous les maires de la 3e circonscription, les parents d'élèves, l'intersyndicale, etc. On a remis ce dossier à l'Assemblée, et donc en main propre à Pap Ndiaye. Et Pap Ndiaye a été filmé par Tom, qui est dans la salle quelque part, je ne le vois pas. Mais en tout cas, il n'a pas supporté d'être filmé, alors qu'un échange entre... un député et un ministre, normalement, c'est censé pouvoir être rendu public et c'est pas censé pouvoir poser de problème. Et en réalité, il l'a pas supporté parce que je pense que sa collaboratrice lui a sifflé dans l'oreille que ce qu'il avait dit, ça n'allait pas. Il m'avait dit, bah oui, mais vous savez, moi, je peux pas me concentrer sur tout, hein. Là, je suis en train de revaloriser le salaire enseignant. Les enseignants rient actuellement dans la salle, je pense. Je suis en train de revaloriser le salaire enseignant, donc je ne peux pas créer des classes en plus, quoi. Je peux pas être sur tous les fronts. Voilà sa justification. Et donc évidemment, sa collaboratrice lui a dit, il ne faut pas que ça sorte. Et ils nous ont fait un scandale en plein milieu de l'Assemblée nationale, à tel point qu'il a voulu me rendre le dossier. Et à tel point que j'ai reculé en disant, c'est pas mon dossier, c'est le dossier de la circonscription. Il a fini par, de colère, le jeter par terre. Et sa collaboratrice l'a ramassé en disant « on regardera ». C'est peut-être en partie ça qui a aidé à sauver 3 classes sur le département, la colère de Pap Ndiaye. Mais surtout, la mobilisation du collectif des parents d'élèves de la Haute-Vienne. Et le 3e point, évidemment, c'est qu'un service public fonctionnel, c'est un service public qui dessert l'entièreté d'un territoire, et ce, de manière indifférenciée, si le territoire est, productif ou pas. C'est-à-dire qu'un service public n'est pas censé être là pour faire du profit, un service public est censé être là pour être au service de la population. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que desservir les zones rurales, par exemple, avec un train, où il y a moins de gens qui prennent le train, eh bien vous devez assurer le service, même s'il y a moins de profit à faire que si vous êtes en ville. Et ça, j'ai un exemple absolument tragique, mais particulièrement parlant et peu connu, qui montre un petit peu ces disparités-là. Est-ce que vous savez combien on est de
population à habiter dans les zones rurales, en pourcentage? Vous avez une idée? Damien C derrière moi. On n'est pas 50%, on n'est pas 60%, pas 75%. En fait, on est 33%. On est moins nombreux dans les zones rurales, hein. On est bien concentrés dans les métropoles. Donc on est 33% de la population en zone rurale. Est-ce que vous savez le pourcentage de féminicides qui ont lieu dans les zones rurales? 50%. Et les violences conjugales, de manière générale, 55%. Et est-ce que vous savez le pourcentage de femmes issues des zones rurales qui font valoir leurs droits, qui font appel à leurs droits? Le pourcentage des femmes qui font appel à leurs droits et qui sont issues des milieux ruraux, pardon. C'est 26%. Donc elles subissent plus et elles font beaucoup moins appel à leurs droits, en réalité. Et ça s'explique, bon, c'est multifactoriel évidemment, mais il y a notamment, justement, cet éloignement au service public, l'éloignement aux droits, l'éloignement à ces instances qui assurent notre accès aux droits. Et ça, c'est une disparité territoriale que devrait chercher à couvrir l'État. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait l'État? Qu'est-ce qu'il fait notre gouvernement actuellement? Alors, il nous sort le plan France Ruralité. Vous en avez entendu parler? Ah, j'entends des rires dans la salle, oui, ça résume bien. Donc, le plan France Ruralité, pour la mobilité, vous avez 90 millions d'euros sur 3 ans pour toute la France. Bon, ça peut paraître énorme dit comme ça, mais à côté, vous avez des milliards pour des grands projets de métropolisation, évidemment. Pour les écoles, vous avez des services publics et des points info jeunes. Bon, au vu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on aurait préféré avoir des profs, en fait. Et puis pour la santé, ça, vous avez forcément entendu parler. Un numéro vert aurait pu. J'apprécie l'idée. Je transmettrai. Je fais un amendement. Oui, Damien dit il n'y a pas de réseau. Effectivement, c'est pertinent. Alors, presque des trottinettes. Non, c'est des médicobus. Vous avez entendu parler, les médicobus? Bon, vous n'avez pas de médecin à mettre dedans, mais vous avez un bus. Voilà. Donc, arrangez-vous pour tomber malade au bon moment et quand le bus va passer dans votre commune. Voilà. Donc ça, c'est les médicobus qui sont là pour régler la question des déserts médicaux, voilà, de la part d'Emmanuel Macron. Donc nous, on a vu ça. Maintenant, on est quand même beaucoup de députés FI insoumis qui sont issus de ces ruralités. C'est un sujet, on a un livret ruralité, hein, anciennement, qu'on traite depuis longtemps, mais c'est vrai que aussi, dans cette étude de KG Piketty, justement, il y a un petit point sur... Dans les ruralités, ça vote de moins en moins pour vous, parce que justement, il y a un sentiment d'abandon qui est fort par rapport à ces services publics, mais par rapport à des problématiques multiples. Et effectivement, moi, je m'en rends bien compte. Plus je m'éloigne de Limoges, dans le nord du département, et plus le sentiment d'abandon est fort. Et on me le prononce comme ça, sentiment d'abandon, vraiment. L'abandon, et qui, effectivement, peut paraître justifié au vu des chiffres que je pouvais vous donner tout à l'heure. Alors, on s'est dit... avec plusieurs députés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les rencontrer, ces gens qui font vivre nos ruralités, et puis on va faire leur portrait, parce qu'on va leur donner de la voix, un petit peu. Et du coup, avec mon équipe parlementaire, on est parti sur le terrain, on a passé une journée entière avec Delphine, qui est infirmière libérale rurale à Saint-Gence, par exemple, qui fait 160 à 180 km par jour, et qui nous explique qu'au-delà de... déjà, l'indemnisation kilométrique n'a pas changé depuis 2012. L'essence a un peu augmenté depuis 2012. Qui nous explique aussi que plus on va dans le nord du département, plus on augmente les kilomètres par jour, et qu'au-delà de 300 km par jour, vous n'êtes remboursé qu'à moitié pour l'essence. Allez chercher, voilà. On a aussi suivi sur la journée une éleveuse de chèvres qui vit avec le RSA, parce que en fait, elle s'est installée tard, elle s'est installée aux alentours de 45 ans, et en fait, elle n'a pas eu le droit à la dotation jeunes agriculteurs, puisqu'elle était plus suffisamment jeune, même si elle était jeune installée finalement. Donc ça, c'est aussi l'un des blocages politiques majeurs aujourd'hui à l'installation,
petit chiffre lancé comme ça, mais même si ce n'est pas notre thématique du jour, mais d'ici à 2030, on a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc on a un énorme défi de renouvellement générationnel face à nous. Donc ces femmes qui s'installent à 45 ans, on en a besoin et on a le droit de leur donner cette dotation jeunes agriculteurs pour les aider. Et puis, on a aussi rencontré une chargée de mission d'une mission locale rurale, on a aussi rencontré une cheminote, on a aussi rencontré une secrétaire de mairie, on a aussi rencontré une institutrice. Bref, vous voyez le fil rouge, là ? C'était que des femmes. Je vous promets, on n'a pas fait exprès au début. Puis à la fin, un petit peu quand même. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle ruralité, on a tout de suite l'image ruralité égale agriculteur, chasseur, pêcheur. Bon, c'est pas faux, mais c'est partiellement vrai. La ruralité, c'est énormément d'aides ménagères qui vont sortir nos personnes âgées de l'isolement. C'est énormément d'infirmières libérales, justement, dont je parlais, qui font la même chose. C'est énormément de chargés de mission dans les missions locales rurales qui sortent nos jeunes de l'isolement. C'est énormément d'institutrices qui aident nos jeunes dans les écoles. C'est énormément d'AESH, j'entendais tout à l'heure, qui accompagnent les élèves en situation de handicap. C'est énormément de femmes partout qui font tourner nos campagnes et on n'en parle jamais. Alors on s'est dit, nous, on va en parler et on va même assumer de faire le focus dessus parce qu'on en a besoin. Et puis finalement, ça montre un peu la convergence des luttes aussi. La convergence des luttes justement par rapport à être une femme et souvent c'est lié aussi à des métiers où les femmes sont surreprésentées et qui sont précarisées. J'entendais AESH tout à l'heure, mais c'est un excellent exemple. Les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, effectivement, c'est un métier quasi exclusivement féminin. Ultra précarisé parce que vous n'avez jamais des temps pleins, c'est des contrats qui sont complètement hachés et ça c'est un métier typiquement de femmes. Infirmière libérale, c'est beaucoup moins reconnu que médecin et c'est un métier qui est très féminisé aussi. Bref, tous ces métiers féminins oubliés, c'est aussi la convergence des luttes parce que je vous parlais tout à l'heure de Mariana, éleveuse de chèvres, qui touche le RSA pour vivre. Et bien justement, dans les quartiers populaires, vous avez aussi Sophie qui est AESH dans les quartiers populaires et qui touche le RSA à côté pour vivre. Et en fait, au fur et à mesure que vous traitez ces thématiques, vous vous rendez compte que oui, ruralité, quartier populaire, même combat. Le populaire partout, c'est le même combat. On est écrasé par cet ultralibéralisme. Il faut qu'on redonne de la voix à ces personnes qui font vivre nos espaces, mais qui font vivre aussi nos services publics. Et pour ça, je crois que pour incarner la convergence des luttes, il faut qu'on soit capable à gauche de s'unir et d'être les plus nombreux possibles autour de la table pour défendre les intérêts de ceux qu'on n'entend jamais. Je vous remercie beaucoup.